Nous avons avec nous 4 intervenants. Merci Denis. Bonjour à tous. Sur MEDEF International, notre base Afrique aujourd'hui, c'est un peu plus de 4500 représentants d'entreprises avec qui on travaille un peu. Pas au quotidien, parce que tout le monde ne s'intéresse pas à tous les pays. Il y a beaucoup de pays en Afrique. Et quand je dis Afrique, c'est Afrique continentale. Donc, de temps en temps, on sépare Afrique du Nord, Afrique subsaharienne. Il y a quelques années, on a décidé de les réunir dans notre organisation. Et je pense que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, puisque l'Afrique du Nord est souvent une bonne base pour travailler sur le reste de l'Afrique, pour certains aspects que je pense certaines entreprises utilisent volontiers, notamment à travers le Maroc, mais ça peut être avec d'autres pays. Sur les activités de MEDEF International, très rapidement, j'en ai noté 7, mais je vous rassure, c'est très court. Un, c'est d'être le porte-parole des entreprises. C'est le statut de MEDEF International il y a 30 ans. Deuxièmement, c'est échanger. C'est très important sur l'Afrique. Il faut échanger, valider, checker, double-checker avec des gens qui connaissent bien le terrain. Troisièmement, c'est essayer de nouer des partenariats avec des chefs d'entreprise. On le fait partout dans le monde, mais on le fait beaucoup en Afrique. Donc on a des accords avec des communautés business. Sur le Sénégal, mais vous dire que, c'est effectivement un pays en ce moment qui marche plutôt bien, qui bénéficie d'une aide internationale quand même forte. Évidemment, comme dans tous les pays africains, la plus grande partie de la population est agricole ou quelque chose qui ressemble à ça. Je pense que l'Afrique, aujourd'hui, on parle beaucoup de sa population grandissante, donc oui, on arrive bientôt à 3 milliards d'ici une trentaine d'années. Donc c'est un bond considérable, de 1,2 à 3. Mais c'est aussi sa jeunesse, ça c'est un atout extraordinaire, et le Sénégal en est un bon exemple. Mais je pense qu'ils vont sauter un certain nombre d'étapes technologiques. On l'a vu dans les télécommunications, où le mobile s'est substitué au réseau fixe. Et le Sénégal a tout ce potentiel de développement et de saut technologique, y compris en matière d'énergie. En Afrique, on est bien vu partout. Bon, au Sénégal, Côte d'Ivoire en particulier, et on a la facilité de la langue. On a une infrastructure française très forte, mais il est indispensable de valider toujours vos informations. Et l'Afrique se tourne quand même pas mal vers des énergies nouvelles aussi. Merci Philippe. Donc moi, ce que j'ai compris, c'est qu'effectivement, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont des poids lourds. En tout cas, pour nous, Français, ce sont des poids lourds dans la mesure où ce sont des économies en plein développement, en pleine dynamique positive. Ce sont des pays relativement stables politiquement. Ce sont des pays francophones. J'y reviens toujours parce que je crois beaucoup à la francophonie économique personnellement, surtout pour nos PME du territoire. La question que je vais poser à Marcelin, si tu veux bien, c'est ok, j'ai compris, je suis entrepreneur, je veux commencer à étudier un peu les projets potentiels que je pourrais faire au Sénégal ou en Côte d'Ivoire. Je n'ai pas choisi. Comment est-ce que je peux appréhender ces pays, ces territoires, financer des projets? Merci Denis. Donc, avant de répondre à ta question, je voulais me présenter assez rapidement à l'auditoire. Donc, Marcelin Da. Je suis du Crédit Agricole, donc c'est un groupe auquel appartient le Crédit Lyonnais. Pour revenir sur le Sénégal et la Côte d'Ivoire, j'ai bien aimé l'explication de M. Gauthier. Ce que je voulais dire assez rapidement, c'est que le Sénégal, c'est une économie qui est assez intéressante parce que on a vu que sur les 10 dernières années, elle n'arrivait pas à passer le cap des 3 voire 4%. Et puis depuis 2015, elle a vraiment décollé. Je parle de l'économie pour faire environ 6 voire 6,5% de croissance. La Banque mondiale est très regardante sur tout ce qui est dette publique sénégalaise. Et donc, si vous devez vous investir dans ce domaine-là, sachez que vous allez devoir avoir le quitus du FMI pour pouvoir éventuellement investir avec l'État sénégalais, en tout cas comme étant importateur. Donc, beaucoup de pays africains sont en train de faire le pas vers la diversification, et la Côte d'Ivoire en fait partie. Donc, les services en Côte d'Ivoire, le transport. Récemment, il y a eu 2 sociétés de transport locales
qui ont commencé leurs activités sur la lagune, parce que le site d'Abidjan est quand même intéressant, parce que c'est entouré d'un plan d'eau extraordinaire. Donc l'État est vraiment à la recherche de solutions, parce que la population d'Abidjan a augmenté assez rapidement à la faveur de la crise politique qu'il y a eu. Beaucoup de personnes sont descendues des villes, des régions vers Abidjan. On était au début des années 2000 environ, on va dire 3,5 millions d'habitants. Aujourd'hui, on est entre 5 et 6 millions d'habitants. Et puis, comment s'installer en Côte d'Ivoire? Bon, je pense que M. Gauthier a un peu fait le tour de la question. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut vraiment passer par les instances on va dire, soit du MEDEF ou des conseils économiques français, de l'ambassade de France. Merci Marcelin. Même motif, même punition, des questions, des réactions à ce... Oui. Je disais donc Sébastien Durand, CRS Environnement. Donc nous sommes une entreprise qui intervenons dans la conception et la fabrication d'analyseurs dans le domaine de l'eau. Nous sommes basés à Aix-en-Provence. Donc merci pour cette présentation, je dirais, générale de ces pays. Est-ce que vous pourriez nous éclairer concernant les barrières pour nous, entrepreneurs, entreprises, pour entrer sur ces marchés? Avant de commencer, je vais présenter un petit peu ce qu'on fait parce que c'est assez important de voir dans quel contexte on évolue. À l'Art Gasoil, nous sommes une start-up marseillaise qui est devenue une PME maintenant. Nous avons développé un IoT, un objet connecté qui permet de connecter les réservoirs des camions sur le web de façon à surveiller la consommation en temps réel et ainsi diminuer plutôt la consommation et les émissions de CO2 des camions. Le système peut faire en Europe en tout cas jusqu'à 17% d'économie de carburant, en Afrique beaucoup plus, 30-40% d'économie de carburant. Donc on fonctionne sur un principe qui est de surveillance du réservoir, donc on éradique et les vols, mais aussi les consommations dites improductives, le temps où le véhicule reste allumé pour rien. Quand on est parti en Afrique, on ne savait pas un petit peu sur quoi on allait s'attendre et on a été agréablement surpris de voir quand même que l'économie numérique africaine est extrêmement bien développée. Quand on s'est lancé ensuite sur le marché en tant que tel, il fallait quand même aller mouiller la chemise et puis aller sur le terrain, on va dire. On est allé quand même vers un certain nombre de déconvenues parce qu'on n'a pas compris immédiatement que notre approche devait être vraiment inclusive. Et je crois que c'est vraiment quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que l'Afrique, en général, la Côte d'Ivoire en particulier, c'est un marché qui est à traiter avec énormément de respect et de professionnalisme dans l'approche. Il faut changer, même si on a une facilité quand même d'approche culturelle, je pense que c'est ce que vous soulignez, une approche culturelle, linguistique, il faut garder en tête que l'approche doit être inclusive, elle doit être respectueuse, profitable à tout le monde. Et il est important d'avoir un point d'entrée qui est un point d'entrée local. Et les pays africains, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire en tout premier, ont compris que l'économie extractive, c'était terminé. C'est terminé. Maintenant, il faut créer de la valeur ajoutée localement, créer de l'emploi localement, avec des activités qui se développent localement. Et les entreprises françaises qui comprennent ça peuvent faire de formidables affaires en Afrique, ça j'en suis absolument convaincu. Et il faut vraiment comprendre, pour rebondir sur le mot inclusif, il faut vraiment comprendre que les temps ont changé. Aller là-bas, ramener du pétrole ou des matières premières et sans créer de valeur ajoutée, ça n'a plus de sens. Ce n'est pas ce que veulent les Africains, les gouvernements l'ont très bien compris et les populations aussi. Donc il faut vraiment être dans des projets gagnant-gagnant, comme tu disais, c'est très important. Sinon, je vais me tourner vers Olivier pour avoir aussi son expérience terrain, peut-être sur des activités plus classiques. Alors, je suis Olivier Poliac, comme Denis le disait, je travaille pour plusieurs grandes sociétés de Marseille et d'Aix-en-Provence, qui sont deux gros ETI, notamment, mais d'autres sociétés. Le premier, c'est Foslev, que vous connaissez probablement, et le deuxième, c'est Marbourg, ici à Marseille. Quand je vais dans un pays, je vais l'étudier à 360 degrés pour savoir comment on crée une société et comment on va s'implanter là-bas. Et bien sûr, trouver les bons partenaires, avocats, comptables, etc. Et j'insiste sur ce point-là, on ne connaît pas l'Afrique comme on ne connaît pas l'Europe. L'Afrique, c'est 49 pays, si je ne me trompe pas, différents. Il y a 53, oui, après, oui, parce qu'il y a le Sud-Soudan qui est arrivé, il y a l'Érythrée, je crois aussi. Enfin bon, effectivement, c'est un peu mouvant également. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, vous avez autant de différences entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, qui sont bien sûr limitrophes. Le Ghana est anglophone, la Côte d'Ivoire est francophone. Vous avez autant de différences
différences culturelles entre eux que nous avec l'Angleterre, forcément. Donc c'est très difficile de connaître tous les pays, c'est même totalement impossible. Et les barrières à l'entrée, j'en vois pas vraiment. Sauf d'y aller avec beaucoup d'humilité, beaucoup de respect, parce que l'Afrique change extrêmement vite. D'ici 2050 ou 2070, je ne sais plus, un terrien sur 5 sera africain. Il y a toute une nouvelle génération d'Africains qui arrive, enfin, qui est là, hein, des jeunes. Hein. La population, dans la plupart des pays, c'est 70% à moins de 30 ans. Hein. Dans certains pays, c'est le cas, même la plupart. Donc une génération arrive de jeunes formés, en général, très bien formés, sur lesquels les vieilles habitudes qu'on a pu malheureusement avoir suite à la colonisation, etc., ne sont plus possibles. Vous voyez ce que je veux dire. Et puis surtout, les gens sont de mieux en mieux formés, et notamment les administrations, les douanes, le fisc, etc. Donc un des premiers conseils que je dirais, c'est ne vous amusez pas, ne vous amusez plus. Les administrations, encore une fois, savent faire ce qu'il faut faire. Ils savent où regarder les choses. Il y a toujours des vieilles habitudes qui restent là, mais il faut les éviter et ne pas jouer avec ça. Chaque pays est particulier. Comme je disais, le Ghana, je parlais un petit peu du Ghana, on peut élargir un peu le débat. Quand vous venez du Ghana, qui est un peu la Suisse de l'Afrique, avec un pays extraordinaire, tout est propre, tout est nickel chrome, les gens vous laissent passer dans la rue, les voitures s'arrêtent, klaxonnent pas, et vous arrivez en Côte d'Ivoire où c'est le chaos le plus total, où il y a des détritus un peu partout, où c'est très joyeux aussi, hein, donc il y a bien sûr des avantages et des inconvénients. Ça fait un choc. Hein. Donc voilà, franchement, chaque pays est particulier à ce niveau-là. N'hésitez pas à utiliser effectivement tous les canaux qui sont à votre disposition, les CCE, mais les CCE sont aussi en lien avec AfricaLink. Hein. Olivier fait partie d'AfricaLink, Emmanuel aussi, sont en lien aussi avec le MEDEF International. Tous ces canaux d'entrepreneurs, faits par des entrepreneurs, sont à la disposition des entrepreneurs. Jérémy Kurk, directeur général d'Optimum Tracker. Donc nous sommes constructeurs de parcs solaires basés à Aix-en-Provence. Vous avez parlé de Phosphate, je ne connais pas l'entreprise, est-ce que vous pourriez en dire un Phosphate, c'est un gros ETI de la région. Je ne suis pas de la région. D'accord, non, mais de toute façon, personne ne l'est. Enfin, après, on est très discret. Enfin, sauf que vous voyez les grosses grues mobiles sur les chantiers de construction, notamment sur la L2. Vous voyez les grues mobiles de Foslev, qui est ce qu'on appelle un levageur, mais c'est que 30% du chiffre d'affaires. Foslev fait également 30% dans la maintenance industrielle, notamment de navires de guerre et des sous-marins nucléaires d'attaque de la force française, mais aussi de sous-marins Scorpion en Malaisie, par exemple, les frégates Sawari en Arabie Saoudite. Voilà, c'est un gros ETI qui fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est bizarre parce que mes clients, effectivement, sont 230 millions Foslev, 350 millions Marbourg, et je travaille aussi pour une petite société, et pour d'autres, mais une petite société qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je suis en train de piloter une implantation en Inde pour eux, par exemple. Donc, très variable. Mais voilà pour Foslev, effectivement. Je vous remercie. Oui, bonjour. Donc, Evrémont, je suis directrice du développement international du pôle de compétitivité mer, et donc CCEF. Alors, moi, j'ai une question. Là, effectivement, on a parlé d'une entreprise qui veut s'implanter, comment elle fait. Mais moi, une partie de mon job est aussi de donner de l'information sur le marché et les opportunités pour les entreprises qui sont membres de mon pôle. Quelle est la meilleure façon d'obtenir des informations sur les appels d'offres qui sortent, par exemple? Ou est-ce que déjà, quand les appels d'offres sont sortis, c'est déjà verrouillé et qu'il n'y a aucune chance pour une entreprise française de répondre à l'appel d'offres? Voilà, c'était un petit peu dans l'autre sens, comment avoir l'info et comment pouvoir donner l'opportunité à nos entreprises d'y aller, leur montrer qu'il y a des potentiels. Quoi. Bon, votre remarque est juste, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser un peu en amont. Donc il vaut mieux regarder qui réalise, qui va piloter, monitorer l'appel d'offres, qui finance. Ça, c'est pas neutre non plus, et c'est préférable que vous fassiez un travail un petit peu amont, avant que l'appel d'offres ne sorte, parce qu'après c'est plus difficile d'entrer en contact. Vous avez le droit de poser des questions, mais sans voir les personnes. Et comme on l'a dit plein de fois, en Afrique, il faut être inclusif. Alors moi, j'ai pas employé le terme, mais c'est ce qu'on essaie de faire de plus en plus. Il faut connaître les personnes, il faut y aller, il faut passer du temps. Si vous n'avez pas fait ça avant, sur le terrain africain, c'est un peu plus difficile. C'est toute la difficulté que nous, on a aujourd'hui à s'implanter sur des pays étrangers, c'est que notre technologie n'existe pas. Donc on ne rentre dans aucune case d'appel d'offres, et je pense que vous avez le même problème chez CRS, c'est que vous avez du mal à trouver votre marché parce qu'aujourd'hui vous ne rentrez pas dans les cases. Comment est-ce que je fais pour aller aborder mes clients? C'est toute une question. Il faut que j'arrive à trouver un partenaire qui soit
qui arrive à parler aux mêmes personnes, qui arrive à me faire de la publicité en local, mais c'est pas évident. C'est qu'on on ne rentre pas dans une case particulière, comme les crayons par exemple,